Dans ces 4 sessions, on a donc pu couvrir une partie des 100 pages à peu près qui présentent Shamatha. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter l'ouvrage de référence qui sera traduit en français sans doute à la fin de l'année aux éditions Mahayana. Pas encore traduit en français malheureusement. Il est disponible en anglais. Il y a différents commentaires qui ont été faits aux éditions Mahayana. Il y a un livre sur le calme mental qui est sorti il y a quelques mois. Il y a un peu plus de ressources maintenant qui existent sur Shamatha, mais encore beaucoup disponibles en anglais, pas vraiment en français. Ça, c'est un texte qu'on étudie quand on fait le PEBA. C'est un programme au centre Kalachakra et dans les centres de la FPMT sur 5 ans qu'on étudie plus en détail. Mais bon, c'était un première approche pour essayer quand même de trouver des moyens peut-être de venir affecter positivement notre pratique. Alors, petit rappel, les 8 antidotes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est la première chose importante quand on veut méditer? L'enthousiasme. Donc l'enthousiasme, on a vu que c'est... Principalement, si on avait de la souplesse, on n'aurait plus aucun problème. Pour générer cette souplesse, il faut de l'effort joyeux. Pour développer l'effort joyeux, il faut commencer à avoir envie de... Pour avoir envie, il faut regarder les qualités de quelque chose. Ça, c'est la séquence qui vient produire l'enthousiasme dans l'esprit. Vous le retrouvez sur cette petite fiche-là. Et ça, c'est, moi, je trouve génial. Si j'ai pas envie de méditer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence à avoir envie de méditer. Si j'ai pas envie de méditer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je commence à reconnaître les qualités de la concentration. Et si j'ai un manque d'enthousiasme, est-ce que ça vient parce que je fais plein de trucs qui sont beaucoup plus passionnants que ça? Est-ce que ça vient parce que je procrastine? Est-ce que ça vient parce que j'ai l'impression que j'y arriverai pas? Parce qu'à chaque chose que je peux percevoir en moi, il y a un antidote. Parce qu'on se dit, oh, mais c'est super inspirant ton truc sur les 9 étapes. Moi, je pense que, pas pour moi, mais je suis content si toi t'arrives à... C'est bien pour toi, ouais. Moi, non. Moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas... J'ai 3 enfants, tu sais. Ils sont en bas âge en plus. J'ai un ado, 14 ans, non, c'est pas... Shamatha, alors non. Ah là. C'est pas Shamatha chez moi. Ça, c'est ce qu'on appelle... bon, c'est peut-être factuel que dans ces cas-là, on ne peut pas développer Shamatha complètement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aspirer et croire qu'un jour ce soit possible. Ça, c'est ce qu'on appelle le manque d'enthousiasme qui naît du découragement. Et ça, si on commence la méditation en se disant « moi, je pense que vraiment que j'arriverai pas. Moi, je suis quelqu'un de distrait par nature. » C'est perdu d'avance. Il est évident que la qualité de notre attention qui va alors surgir dans l'esprit ne sera pas à même de venir emmener l'esprit à un équilibre méditatif. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve ça tellement bien. Moi, franchement, ça me plaît. Ça, c'est un des enseignements bouddhistes qui me plaît le plus. Et je ne viens pas pour essayer de faire une prosélytisme ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est tellement bien pensé dans la psychologie. Moi, ça m'a servi plein de fois, ça. Ne te force pas à méditer si tu n'as pas envie. Mais c'est vrai. Et c'est pas parce que, moi, en plus, culture familiale, alors il faut y aller. Il faut se retrousser les manches, il faut foncer, quoi. Ne te plains pas. Même si c'est dur, tu es encore plus méritant si t'en baves. Et le bouddhisme dit, mais ça va pas très loin, ça, en fait. Non, il faut développer la joie, il faut développer l'enthousiasme. Et le moyen de le faire, c'est de trouver du souffle intérieur en pensant que c'est possible, en pensant que j'en suis capable. Et le prédicat bouddhiste de base, c'est de se dire qu'on a tous la possibilité d'atteindre l'éveil. Quand on prend conscience et qu'on médite là-dessus, et bien évidemment, si on peut atteindre l'éveil, on peut atteindre Shamatha. Et quand on est sûr qu'on en est capable,
On s'assoit sur le coussin, on se dit waouh, c'est le début d'un voyage vers quelque chose d'insondable, ou que je peux peut-être commencer à toucher avec les descriptions qui en sont faites, mais qui promet quand même pas mal de bonnes surprises en chemin. Premier problème, manque d'enthousiasme. Deuxième problème, bon, j'ai de l'enthousiasme, je suis super enthousiaste à faire de la méditation, mais alors quand je m'assois sur le coussin, ça part dans tous les sens. Là, problème, c'est l'oubli. J'oublie l'objet. L'antidote à ça, c'est la pleine conscience. Je viens me focaliser sur l'objet de méditation. Ok, j'arrive à me focaliser un peu sur l'objet de méditation parce que je reconnais les distractions grossières, j'arrive à atteindre quasiment le niveau 4. Là, paf, prochaine étape, il faut que je développe le pouvoir de la vigilance. Il faut qu'il devienne professionnel. Il faut que j'arrive à détecter les micro-trucs qui surgissent avant même qu'ils aient formellement commencé à produire dans mon esprit un aiguillage qui emmène mon esprit vers une distraction. À la genèse, au moment où l'esprit touche la voie qui le conduit à gauche, par exemple, ça y est, paf, alarme mentale, je sais que je suis en train de partir, je prends la tangente, et je rétablis le cap avant même qu'une distraction soit produite dans mon esprit, jusqu'au moment où même ça n'intervient plus. Donc le pouvoir à développer, c'est l'introspection, la vigilance, qui reconnaît la présence des distractions pour commencer, et ensuite de la tendance à être un peu mou, ou de la tendance à être un peu excité. Si je suis un peu excité, je viens détendre, calmer, ramener l'esprit à l'intérieur. Si je suis un peu tendu, si je suis un peu relâché, je viens énergiser l'esprit. Si je n'y arrive pas dans la méditation, qu'est-ce que je fais? J'arrête de méditer et je viens faire une méditation sur la réjouissance, sur la préciosité de la vie humaine, sur la remémoration de mes qualités, sur la remémoration des qualités des maîtres, etc. Ça va venir redonner de la joie pour qu'au moment où je vais méditer, paf, directement, j'ai une vigueur mentale et j'ai pas cette mollesse mentale. Quand on n'a plus ni mollesse, ni relâchement, ni excitation, alors l'esprit, en plus du facteur de la pleine conscience, de la souplesse, de l'enthousiasme, de l'aspiration, de la croyance que quelque chose est vrai, tout ce qui est dans le petit papier là, eh bien, à ce moment-là, je peux entrer au niveau 8. Mais avant ça, il va falloir que j'applique les antidotes. Il ne suffit pas de reconnaître « Oh, j'ai un peu de relâchement », mais de rien en faire. Donc ça devient une faute si on n'en fait rien. Appliquer un antidote, c'est un des leviers de la méditation. Et le dernier, c'est que quand il n'y a plus rien à faire, il ne faut pas continuer à employer les antidotes. Pas que je continue à tourner le volant à gauche, à essayer de rétablir le cap si l'avion ou la voiture va droit. Parfois, on a tellement habitué à essayer d'injecter de la clarté mentale qu'on le fait même automatiquement quand il n'y a plus besoin. Et là, l'antidote, c'est l'équanimité. Là, il y a un moment, il n'y a plus rien à faire que d'attendre, absorber sur l'objet, que se manifestent les signes précurseurs de l'accomplissement de shamatha. Et là, ça y est, le calme mental est développé dans l'esprit. Ça, c'est vraiment une feuille de route. Parce qu'en même temps, on se dit, si j'ai pas les premiers, les seconds ne vont pas arriver. Si j'ai pas d'enthousiasme, difficile de penser que la pleine conscience arrive. C'est une séquence. On commence par le début. Ok, je coche les cases, j'ai l'enthousiasme. Est-ce que j'ai de l'enthousiasme ou est-ce que je me force à le faire? Est-ce que j'ai de l'enthousiasme ou est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Parfois, la différence est difficile. Et c'est en ça que la pratique de shamatha est une forme de connaissance de notre esprit, parce qu'on vient déterminer la différence entre est-ce que je le veux parce que je me suis fixé comme objectif d'y arriver à tout prix, ou est-ce que je le veux parce que j'ai de la joie en pensant que j'en suis capable. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais si j'ai cette joie, alors la pleine conscience va être beaucoup plus facile à venir installer. Si j'ai la pleine conscience et que je ne perds plus l'objet, ok, je viens activer la vigilance, je viens appliquer les antidotes. Quand il n'y en a plus besoin, j'ai plus rien à faire, j'attends. Voilà, en condensé, une manière de regarder la pratique. Ça, c'est éminemment pratique, c'est pas juste théorique. Mais comme c'est quand même assez riche, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois entendre parler de shamatha, on se dit, non, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais vous savez quand même la taille du manuel pour passer le code pour conduire une voiture? Ça doit peser, je sais pas, 40 grammes.
Ça pèse 40 grammes, ça. Les gens qui, c'est très bien, hein, qui passent le permis hauturier en bateau, le code, pareil, c'est un gros bouquin quand même. Et ça, par contre, alors ça, on aime le potasser, on va faire du bateau, ça va être cool. Le bateau, on s'en sert 2 jours par an. Là, le joujou, le joujou, il est 24 heures sur 24 quand même, hein. Il n'y a aucun instrument qu'on a utilisé plus que notre esprit. Et parfois, on se dit, oh là là, chiant page 1, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui viennent derrière. Et ça montre que on ne peut même pas essayer de se dire, oh, culpabiliser de ça. C'est juste qu'on vit dans une civilisation, dans une culture, on a ignoré l'esprit, et que pour nous, c'est un peu une mauvaise surprise, parce qu'on a l'impression que la méditation, c'était, tu te poses, relax, un petit peu comme quand tu es dans un spa, tu ne fais plus rien, tu te laisses papouner. Tu payes 30 euros, 40 euros, quelqu'un te masse, tu n'as rien à faire, tu ressors, tu es complètement détendu. Bon, c'est vrai que les méditations, il n'y a aucune instruction, ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous faire du bien. Ça ne veut pas dire que simplement je vous dis, ok, vous ne faites plus rien pendant 20 minutes, je vous laisse faire. Vous allez peut-être ressentir des bienfaits. Des méditations qu'on retrouve parfois où il n'y a pas d'instruction, ça ne veut pas dire que rien ne va se passer, pas du tout. Mais là, c'est la méthode pour développer shamatha. C'est un peu plus exigeant de ce que ça permet de développer dans l'esprit. Mais si on méditait déjà 20 minutes par jour sans instruction, parfois ce serait mieux que de ne rien faire. Mais quand on a la technique, je pense que ça fait gagner du temps. Et moi, je parle encore d'expérience, de ma maigre expérience. J'ai gagné un temps fou avec ça. Je pense que j'aurais gagné encore plus de temps si quelqu'un me l'avait expliqué. Si j'avais reçu l'instruction de quelqu'un qui avait pratiqué, qui avait atteint des réalisations dans shamatha. Parce que pour savoir extraire la substantifique moelle de ça, de savoir à quel point c'est pratique, ça demande non seulement que quelqu'un connaisse bien la théorie, mais que quelqu'un ait franchi ses étapes aussi. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc vous n'avez que la théorie, vous devez faire avec. Mais en tout cas, c'est précieux d'avoir ces instructions. Et je pense que c'est vraiment un héritage qui a été conservé depuis des siècles et c'est précieux. Moi, je trouve que c'est vraiment précieux. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui a atteint shamatha est en mesure de transmettre ce qu'il en ressent et ce qu'il en a, enfin les étapes, même les difficultés qu'il a eues et traversées? Il n'y a pas d'enseignants qui ont atteint shamatha et qui font une transmission, enfin un enseignement ou des enseignements? Alors, dans la tradition tibétaine, déjà, c'est pas encouragé d'en parler quand tu l'as réalisé. Ça peut avoir, il y a des plus et des moins, il y a des pour et contre. C'est vrai que ce serait inspirant si on le savait. Par contre, je pense qu'ils ne le disent pas parce que pour eux, c'est une étape, c'est pas le but, et ils veulent pas en faire une pratique qui booste leur ego en fait. Donc je pense qu'ils gardent ça vraiment discret. Maintenant, dans l'entourage direct et personnel d'un maître, je pense qu'il le dira à ses disciples s'il sent qu'il y a une aspiration chez ses disciples à cultiver le calme mental, et dans ce cas-là, il pourra, en plus de cette théorie, dispenser des conseils pratiques, plus expérimentales, plus expérientiels de comment... Oui, c'est ce que tu disais. Dans les monastères, moi, ce que j'ai eu, c'est uniquement la théorie presque. Mais j'essaie aussi, dans les retraites que je conduis, d'inclure aussi le retour avec les étudiants pour essayer de conduire aussi sur la base des spécificités de chaque individu, aussi d'essayer de trouver le... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'essais à faire. Beaucoup d'essais. Trouver l'équilibre de la vigilance, par exemple, ça nécessite que la personne vienne en disant oui, mais je le fais ça, est-ce que je me sens entendu? Ça demande beaucoup d'aller et retour aussi avec quelqu'un qui a déjà quand même fait un peu de chemin sur la voie. Mais après, moi je pense que quand on a ça et qu'on
sait un peu comment le mettre en œuvre, en fait, c'est un condensé d'instructions personnelles, ça. Ce que je vous ai dit, par exemple, ce matin, de la différence entre les deux types de distractions, entre distraction grossière et distraction moyenne, c'est quelque chose qui, sans doute, pendant des siècles, s'est transmis de manière orale, sans avoir été défini dans un texte, et on peut dire c'est maintenant sur le papier, mais ça n'en demeure pas moins, je pense, une instruction personnelle. Parce qu'on voit que les gens, si on leur dit pas ça, ils vont traiter toutes les distractions de la même manière, ils vont se tendre. Moi, je me remarque que c'est une des instructions les plus bénéfiques qui soit, qui, en tout cas dans ma pratique, m'a fait beaucoup de bien. Avant la Tsongkhapa, il y avait très peu de maîtres qui systématisaient la pratique de shamatha parce que c'était transmis de maître à disciple. Et je pense que Tsongkhapa était un des premiers à la condenser sur le papier, parce qu'il était exceptionnellement qualifié, et parce qu'il, je pense, il avait espoir que dans cette pratique, il y ait quelque chose d'universel, un peu ce que tu dis. Il y a des passages obligés universels, et des écueils qu'il avait identifiés à son époque, et qui demeurent aujourd'hui assez semblables. Notamment, il ne faut plus du tout analyser. Notamment, il faut complètement arrêter toute envie de rien faire. Il faut complètement abandonner tout effort. Que quand on atteint shamatha, c'est on réalise la vacuité. Toutes sortes d'idées erronées dans la pratique. Donc lui, il s'est senti le besoin de le faire sous une forme de question-réponse dans son texte. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont ici. Il y a déjà pas mal de boulot de fait quand même. Mais on gagnerait un petit peu plus de temps encore si on était guidé par quelqu'un qui a fait les étapes. Mais moi, je remarque que simplement ça, dans ma pratique, c'est sans équivalent. C'est vraiment... Pour moi, c'est extraordinaire. De comprendre que dans ces étapes qui conduisent à shamatha, il y a des leviers, il y a des choses à mettre en œuvre. Et que ce soit bienveillant, on sent la bienveillance derrière. Enfin, moi, je la sens parce que... Alors, peut-être qu'à la fin de la journée, vous dites c'est super exigeant, j'ai l'impression qu'il faut tout faire. Mais c'est parce que c'est la première approche qu'on fait. Mais on voit derrière ça que derrière, il y a l'enthousiasme, il y a de respecter ses limites, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop fort, de ne pas pousser, d'être à la limite entre, c'est vrai, faire un peu d'effort, mais de faire trop d'efforts dans l'attention. C'est vraiment l'expression de l'attention, ça, de la bienveillance, je crois, la façon dont c'est... Les premières étapes ne sont pas des énormes murs, c'est graduel. Moi, je trouve que c'est admirable. De psychologie, la psychologie de ça, elle est fascinante. Moi elle me plaît beaucoup. Le fait du passage de l'analyse au placement, ce que je vous ai dit, on visualise une image, on les visualise, et c'est vrai, quand on visualise, c'est très clair. Inspire, expire, on a l'impression, il y a un moment où on est pris dans un jeu, c'est presque... Inspire, expire, expansion, compression, c'est long, c'est court, on rentre dans les détails, mais quand on voit le souffle, il faut accepter une dégradation de la clarté. Pareil pour une image, on visualise une image, je vois les pieds, le sommet de la tête, les yeux, mais quand je visualise l'image tout entière, il faut que j'accepte que l'image, elle perd un peu en qualité. Et ça, c'est décrit dans les textes aussi. Tous des petits tuyaux comme ça qui font qu'on arrive à être beaucoup plus stable, sans essayer de tendre l'esprit. Donc ça, c'est sûr, c'est la partie théorique, on met un petit peu en pratique dans ces journées, ça c'est la 4e et dernière journée. Bien entendu, de faire des retraites sur shamatha, ça peut aider aussi, parce que là c'est vraiment beaucoup plus sur la pratique, et quand en plus on a déjà vu la théorie, on gagne du temps. Mais c'est sûr que c'est un investissement à long terme. Là c'est une forme de pilotage qu'on peut essayer d'apprendre sur plusieurs années.
Moi, j'ai commencé à me spécialiser vraiment là-dedans, ça fait presque 12 ans dans la pratique de shamatha. Et je redécouvre encore des phrases qui me semblaient être juste descriptives, que je redécouvre comme étant pratiques et qui viennent débloquer quelque chose dans la... Pour ça, je vous encourage à avoir, si vous avez envie, de venir consulter le texte Racine lui-même. Parce que c'est une mine. Et de continuer à étudier, de continuer à essayer de comprendre, de mémoriser les étapes, de faire des tests, d'accepter de vous tromper, d'essayer de pousser un peu les limites pour trouver le juste milieu au niveau de la durée. Mais ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine. Parce que ça active la méditation, tout simplement. La méditation n'existe pas sans un certain niveau dans shamatha. Sinon, c'est de la réflexion, sinon c'est... Mais c'est super, hein, la réflexion, on en a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui nous motive. On se dit, mais ok, est-ce que je peux faire une méditation là-dessus, de voir les 9 étapes? Je le conduis en retraite, ça. On voit les 9 étapes et on se dit, comment ce serait dans ma vie si j'avais un shamatha? Comment je serais si j'étais complètement libre de perturbations mentales? Comment ce serait dans la vie de tous les jours? Et en fait, ça, c'est une méditation un peu déguisée, mais c'est la bienveillance envers soi, en fait. La bienveillance envers soi, c'est se souhaiter quelque chose de bénéfique. Et quand on s'imagine être libre de perturbations mentales, c'est non seulement ce qu'on va devenir, mais en plus de se l'imaginer, ça vient comme débloquer quelque chose de figé en nous qui nous fait penser qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas évoluer. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est très difficile de s'imaginer que cette personne puisse être bienveillante ou gentille. On solidifie, mais on solidifie aussi une image de nous-mêmes en disant moi je ne peux pas y arriver. Mais quand on s'imagine, un peu la chanson de John Lennon, hein, quand on s'imagine, eh ben, on met en œuvre les ressorts pour que cette chose existe vraiment. Et quand on imagine notre esprit complètement pacifié, sans perturbation mentale, eh ben, on vient aussi regarder que dans notre esprit, on est parfois libre de perturbation mentale, qu'on a plein de choses grandes et belles et nobles dans l'esprit aussi qui nous arrivent. Et ça motive. Moi, je fais souvent des méditations, je m'imagine avoir atteint shamatha par exemple. Être complètement libre de perturbation mentale, de plus avoir du tout de sommeil, de léthargie. Et je vous l'ai dit au premier jour, je le laisse à votre curiosité, mais c'est la base aussi des pouvoirs supranormaux, shamatha, que sont la clairvoyance, la clairaudience, la précognition, etc. Ça, c'est présenté dans toutes les écoles bouddhistes. Mais ça, je le laisse à votre curiosité. Mais si j'avais la clairvoyance, par exemple. Pour quelqu'un qui enseigne le dharma, c'est inestimable de pouvoir là diagnostiquer quelqu'un qui, lui, peut-être, est même pas capable de diagnostiquer ce qui lui arrive. C'est pour ça que les Bouddhas et les Bodhisattvas sont si à même d'aider les autres, c'est qu'ils ont une directe connexion avec la source, en fait, que certaines personnes, eux, n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas l'attirail mental pour venir sonder à l'intérieur d'eux et de détecter la présence de perturbations mentales, par exemple. Donc, il est dit que celui qui a des pouvoirs supranormaux est beaucoup plus à même d'aider les autres que celui qui ne les a pas développés. Mais ça, à vous de voir si ça a du sens ou pas. Pardon, je peux poser une question? Bien sûr. Oui. Dans le Theravada, la présentation de shamatha est différente. On parle beaucoup des jhanas. Et je m'y retrouve pas trop entre les deux présentations et j'arrive pas trop à faire de lien et ça me perturbe un peu. Oh, ben il faut pas. Alors, je vais te dire, Bénédicte, une fois que tu as atteint shamatha, il y a encore un petit peu de boulot. C'est pas tout à fait fini. En fait, les jhanas
sont à la fois des concentrations, des niveaux de concentration, mais sont aussi des visions supérieures, des vipassana. Tu as déjà entendu parler de vipassana? Oui, Vipassana? oui, bien sûr, oui. Alors, une fois qu'on a atteint shamatha, c'est la base pour les dhyānas. Donc les dhyānas, ils arrivent après shamatha. Mhm. Voilà. Mais dans le Mahayana, on ne parle pas trop des dhyanas, en Si, fait. si, si. Je les mentionne pas là, mais parce que bon, on a déjà, on a déjà de quoi nourrir notre pratique. Mais si, si, on en parle beaucoup des dhyānas. On appelle ça les concentrations, les 4 concentrations avec forme et les 4 concentrations sans forme. Mais oui, oui, on les retrouve, ça c'est équivalent, hein. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? En fait, une fois qu'on a atteint shamatha, c'est ce que j'ai présenté dans la première journée. Tu pourras, si tu veux, regarder l'enregistrement de la première journée sur la différence entre shamatha et vipassana. Mhm. Vipassana, c'est une fois qu'on a atteint shamatha, on vient à nouveau analyser. En fait, dans shamatha, une fois qu'on atteint shamatha, on n'analyse plus du tout. Et on vient réveiller à nouveau l'analyse portée sur la nature de la réalité, par exemple. Ou portée sur les bienfaits du plan d'existence de la forme. Et quand on vient développer cette compréhension profonde que le plan d'existence du désir a beaucoup moins de qualité à offrir que le plan d'existence de la forme, on atteint la première concentration, le premier jhana, qui est en réalité l'union de shamatha et de vipassana. Oui, mais c'est normal. Si je vous ai perdu, c'est que on l'étudie pendant des semaines, donc c'est juste pour répondre assez brièvement à ta question, Bénédicte. Je ne sais pas si tu as d'autres. C'est plus dans les stades avant l'atteinte de shamatha. Par exemple, dans le Theravada, on parle du nimitta, le signe. Alors le Euh, nimitta, il arrive avant dans le Theravada, avant l'accomplissement de shamatha. En fait, le nimitta dans le Theravada, c'est que j'en ai parlé, tiens, justement, il y a 3 jours avec la directrice du centre des recherches contemplatives dans le Colorado. Et elle me disait que, et je le savais, remarque, mais que les nimittas dans la tradition Theravada, parce que je lui posais la question comment on médite dans le souffle dans le Theravada, sachant que shamatha, atteindre shamatha, c'est uniquement la conscience mentale qui est activée, ce n'est pas la conscience sensorielle. Les consciences sensorielles sont coupées. Donc le souffle, comme on a vu qu'il était dans la conscience sensorielle, comment on fait pour méditer sur le souffle et quand même atteindre shamatha? Eh bien, dans la tradition Theravada, à un certain niveau de développement, on va faire une bifurcation entre un objet sensoriel et un objet dans la sphère mentale. Et ça s'appelle le signe acquis, le nimitta, qui est tout à coup, l'esprit devient assez absorbé sur le souffle et on a une image qui surgit assez spontanément dans l'esprit, qui est une image visualisée comme un orbe de lumière, comme une boule luminescente, comme ça peut être plein de choses, qui va devenir notre objet de méditation. Et on appelle ça le nimitta. Et c'est sur cet objet qu'on va atteindre shamatha dans la tradition Theravada. Et après, il y a le signe de contrepartie, mais bon, ça, j'en parlerai pas, mais en fait, les dhyanas, dans la tradition Theravada aussi, sont après l'atteinte de shamatha. Sauf que dans le Theravada, on fait moins d'emphase sur l'accomplissement de shamatha et on fait plus d'emphase sur les dhyanas. Alors, je te conseille, si ça t'intéresse, de lire un livre. Tu lis l'anglais, Bénédicte? non, mon anglais est assez médiocre. D'accord. Est-ce qu'il y a un livre en français qui parle des dhyanas dans la tradition Bah, moi, bouddhiste? j'en connais que deux. Je connais celui d'Ajahn Brahm. Ah oui, alors ça, Euh, mais je cherchais dans la tradition Mahayana s'il y avait des livres sur les. dans le Mahayana. Mais après, il arrive aussi que dans la tradition Theravada, on ait l'impression que c'est plus facile d'atteindre les dhyanas que d'atteindre shamatha. Mais je pense qu'en réalité, c'est qu'on n'a pas bien délimité le périmètre de shamatha et
Mais bon, il y a des débats quand même. Il y a des débats. D'accord, merci. Je t'en prie. Du coup, il faut atteindre Shamatha avant de se lancer sur Vipassana ou... enfin, Non, on peut pratiquer les deux en même temps, mais on accomplit l'un avant l'autre. On accomplit Shamatha avant d'accomplir Vipassana, mais on peut pratiquer les deux de manière séquentielle. Mais il y a une différence entre pratiquer Shamatha et atteindre Shamatha, il y a une différence entre pratiquer Vipassana et atteindre Vipassana. Ok, mais en fait, on ne peut pas atteindre Vipassana avant d'avoir atteint Shamatha. Voilà, Condition, oui, on ne peut pas atteindre Vipassana avant d'avoir... Puisque Vipassana, c'est en réalité l'union de demeurer calme avec la vision supérieure. Ça, c'était au premier jour, si vous voulez, on a la différence entre Shamatha Vipassana, qui est dans les premières parties du texte de Lama Tsongkhapa. Et où peut-on consulter les premières vidéos? Alors, sur ma chaîne YouTube, mais je crois que il y a un lien, mais je ne l'ai pas. Si quelqu'un en ligne a le lien et peut le poser dans le post, comme ça Bénédicte pourra le consulter. C'est sympa. C'est toi qui as parlé? Non. Ah, c'est dans la boîte? Non, D'accord. j'ai juste dit merci. Ah, pardon, ok. Tu peux redire la définition que tu viens de faire. C'est la différence entre demeurer calme et ou la jonction ou l'union de demeurer calme. Alors, Vipassana, c'est en réalité l'union de Shamatha et de la vision supérieure, autrement appelée Vipassana. Vipassana, ça veut dire vision supérieure ou vision pénétrante ou vision spéciale. Et l'accomplissement de Vipassana présuppose l'accomplissement de Shamatha. On essaie déjà de voir très clair, et une fois qu'on voit très clair, on explore. La vacuité, ça vient encore après. Du coup. La vacuité, on peut la réaliser même sans Shamatha. Hein. Ah ouais? On la réalise de manière conceptuelle, mais pour vraiment venir couper ce qu'il y a dans le dessin, là, l'épée, ça c'est Vipassana. Et ça c'est l'accomplissement de Vipassana quand on a atteint le calme mental. À ce moment-là, l'esprit qui va venir déconstruire la nature de la réalité, ou en tout cas la manière dont on aperçoit cette réalité, ça vient, ça devient Vipassana. Ça va? Ok, il nous reste un petit peu de temps. On va revenir maintenant et conclure sur la méditation. On va revenir au souffle. On va essayer de retrouver le souffle avant même de se dire qu'on médite. Essayer de percevoir par quoi est-ce que je peux rentrer en contact avec le souffle. Est-ce que c'est parce que je l'entends le souffle? Est-ce que je le vois? Est-ce que je sens? Est-ce qu'il y a une odeur spéciale? J'ai conduit une méditation et quelqu'un m'a dit je sens l'odeur aussi. Je lui ai dit mais tu vas manger trop d'ail à midi. Non mais on pourrait savoir qu'on respire parce qu'on sent à chaque fois qu'on inspire une odeur aussi, sinon dans un environnement qui sent particulièrement.
Qu'est-ce qui me permet d'être sûr, d'être focalisé sur le souffle? Si je venais individuellement vous demander, prouve-moi que tu es en train de porter ton attention sur le souffle, quelle raison me donneriez-vous? Vous me direz, je suis en train de focaliser sur le souffle parce que je sens quoi? Est-ce qu'il y a des endroits du corps où je perçois le souffle qui ne sont pas vraiment les premiers vers lesquels mon attention peut se porter? Est-ce que je le sens dans le dos, par exemple? Est-ce que je sens dans la gorge le passage de l'air? Est-ce que je sens? Est-ce que j'ai un lien tactile avec la trachée, les bronches? Est-ce que je le sens, ça, ou pas? Et maintenant, on va employer une des consignes qu'a donné Bouddha Shakyamuni dans l'Anapanasati Sutta, le sutra de la pleine conscience du souffle. Quand le souffle est court, je sais qu'il est court. Lorsqu'il est long, je sais qu'il est long. Ou bien choisissez, lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Et vous pouvez utiliser une note mentale, la petite voix mentale qui vient donner cette étiquette. Inspire, expire. Et sentez que pour que votre esprit se connecte au souffle, on a besoin parfois de diviser presque, de différencier
les différents aspects du souffle. L'inspire, l'expire, on voit que le souffle n'est pas de la même durée, toujours, entre l'inspire et l'expire. C'est dans la différence que vient s'établir notre sagesse comprenant le souffle. Si je venais vous voir et vous dire, votre souffle, il est sans arrêt égal au niveau de la durée entre l'inspire et l'expire, prouve-moi le contraire. Essayez de voir si c'est le cas. Lorsque mon souffle est court, je sais qu'il est court, je mets cette note mentale. Lorsque mon souffle est long, je sais qu'il est long. Et cette étape, c'est comme si on venait dans l'eau reconnaître une à une les grumes de bois qui dérivent, comme dans le Canada ou en Alaska. On vient marquer chacune des grumes de bois. On vient différencier un chêne d'un sapin dans un esprit qui est assez analytique, c'est vrai, assez dans une forme discernante. Et maintenant, on sort de l'eau, on embrasse du regard le bois devant nous, et on se dit, ça c'est le bois, ça c'est le souffle. On n'a plus besoin de venir sonder, partie par partie, les caractéristiques du souffle. On a cette vision d'ensemble où l'esprit n'analyse plus, il vient collecter tous ces morceaux pour que dans notre esprit ne fasse qu'un, il fasse le souffle. Ça, c'est la respiration. Essayez de percevoir. Ok, on fait juste une petite pause, le temps pour vous peut-être de changer de position si vous le souhaitez.
On va pouvoir attaquer la méditation. Essayez de sonder votre enthousiasme, palpitant. Il est cet enthousiasme fragile. Il dépend des moments de la journée. C'est difficile d'avoir l'enthousiasme quand on est fatigué. Mais ça veut dire que ce n'est pas au moment où on est fatigué qu'il faut méditer. Ça nous dit aussi de quand est-ce qu'on doit méditer dans la journée. Parce que parfois on pourrait être enthousiaste à faire quelque chose, mais pas méditer. On est enthousiaste, on s'endort quand on médite. Mais alors si on doit regarder la télé, alors là on est... Ça arrive, hein, et il faut le reconnaître, il n'y a pas de... De ne pas être enthousiaste à méditer ne veut pas dire qu'on est enthousiaste à rien. On peut être enthousiaste à plein de choses, mais pas à méditer. Trouver le moment où on pourrait avoir le plus d'enthousiasme dans la journée. Ça, c'est le moment qu'on doit choisir pour la méditation. Sinon, on part avec une entrave mentale. Ok, on va faire une dizaine de minutes. Et c'est à vous de trouver maintenant le rapport entre la pleine conscience sur le souffle, sans l'analyser, et la vigilance sur les distractions grossières. Et de temps en temps, observez également votre corps, que votre corps n'ait pas pris des tensions qui viennent imprimer dans votre esprit une raideur. Et si vous le souhaitez, observez peut-être le surgissement d'un bien-être physique et mental. Et je vous laisse à présent.
on va pouvoir doucement conclure cette journée. Juste un dernier petit point. Ce que la méthode de Shamatha nous enseigne aussi, c'est de trouver le juste milieu entre le surmanagement de notre esprit et le sous-management de notre esprit. Le surmanagement, c'est d'estimer ses progrès au regard de chaque session. Ça, c'est vraiment trop, ça. Ah ouais, alors ça y est. Ok, ça y est, c'est bon. J'ai compris, là. Là, j'ai atteint le niveau 4, ça y est. Ah ok, c'est bon. Bon, évidemment, on va se laisser avoir par ça quand on le... Ou aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise session, ça y est, c'est complètement dramatique. Ça, c'est du sur-management de notre esprit. On est trop... Du micromanagement. On a ça aussi dans les entreprises, du micromanagement. Et le sous-management, c'est de se dire, ok, pendant un an, je ne pose jamais la question, en fait, de savoir est-ce que je pratique correctement ou est-ce que... En se disant, ce qu'on entend parfois, ça s'interdit dire les progrès spirituels, et c'est vrai, s'estiment à la mesure de plusieurs années parfois. Mais pour Shamatha, il y a besoin d'avoir quand même une surveillance un peu plus fréquente de l'esprit. Parce que quand on est complètement en dehors de la route, il faut trouver le moyen de rétablir le cap. Et dans la méditation, c'est pareil. Si on n'a pas du tout d'enthousiasme, on ne va pas se dire « Oui, mais c'est une vision à long terme, François. » Vois sur plusieurs années. Ça veut dire que là, on refuse d'utiliser le pilotage. On ne pilote plus, là. Donc pour Shamatha particulièrement, c'est vraiment une forme de pilotage avec cet équilibre entre le micromanagement et le sous-management de l'esprit. Ne tirez pas de trait à chacune de vos méditations, mais ne tombez pas dans l'excès inverse de ne pas appliquer d'antidote quand vous observez. Quand Lama Tsongkhapa parle du relâchement et de l'excitation, il dit si vous avez trop de relâchement ou trop de mollesse, arrêtez votre méditation pour un petit moment. Moi, ça m'est arrivé en retraite. Pendant 6 mois, j'avais du relâchement grossier et ça devenait une tendance tellement forte que j'arrivais plus à voir clair du tout. Mais là, il m'a fallu plusieurs semaines pour rétablir le cap aussi. Parfois, l'emploi des antidotes prenne du temps. C'est pas juste employer un antidote une fois, puis ça va. Parfois, il y a des grandes orientations de l'esprit qui nécessitent des emplois d'antidotes pendant longtemps. Notamment chez nous, sur le manque d'enthousiasme. Notamment chez nous, pour la pression qu'on se met aussi. Notamment chez nous, pour le manque de reconnaissance dans notre potentiel et dans les qualités des choses qu'on a faites. Moi, ça m'arrive de conseiller à des personnes de faire ça sur plusieurs mois, d'en faire presque une pratique unique. Parce que c'est tellement... surtout pour Shamatha, des personnes qui ont une image d'elles très négative, qui ne voient que les choses qu'elles ont loupées, vont absolument pas avoir d'enthousiasme pour la pratique de Shamatha. Et dans ce cas-là, plutôt que de méditer, je leur conseille de vraiment faire un travail presque structurel de retrouver un peu de souffle dans l'observation des choses bénéfiques qu'elles ont pu faire. Et ça, ça peut demander du temps. Donc certains des antidotes, on a vraiment besoin d'y passer du temps. Et peut-être même parfois pas du tout dans le contexte de la méditation, dans le contexte de la réflexion, dans l'étude, ou d'en faire vraiment un sujet, en me disant ça, c'est important. Donc si les écueils qui empêchent la méditation sont trop puissants, arrêtez la méditation, faites autre chose, redescendez d'une sagesse. Plutôt que de méditer, réfléchir. Si vous réfléchissez que vous n'arrivez pas, revenez à l'étude. Lisez des bouquins, regardez des vidéos. Si l'étude marche bien, la réflexion va peut-être marcher bien. Et si la réflexion marche bien, alors la méditation pourra s'activer.
Alors moi, c'était plus dans le cas d'un relâchement subtil. Je corrige. Relâchement grossier, c'est qu'on a une forme de concentration, mais l'objet, il n'apparaît plus vraiment. Pour une visualisation, la pleine conscience, elle est là. L'exemple que je prends, c'est je regarde derrière la vitre, il y a une personne qui apparaît, mais elle a pris tellement de distance qu'en fait, je regarde, mais je ne la vois plus du tout, quoi. C'est-à-dire que je regarde dans mon esprit, je suis focalisé, mais il y a une telle mollesse dans l'esprit que l'objet n'apparaît plus du tout. Et ça peut durer des semaines, où on a une tendance dans l'esprit, parce que ça dénote une forme sous-jacente ça peut être de mélancolie, de tristesse, de manque d'aspiration, de manque de souffle, qui est une fonction hyper importante dans le bouddhisme, d'aspirer à quelque chose, d'avoir des objectifs, presque, mais des objectifs constructifs, bénéfiques. Donc là, en fait, il y a un moment où, parfois, c'est traduit presque comme une forme de dépression aussi. Et d'ailleurs, la dépression est souvent très connectée au manque d'aspiration. Je ne me souhaite pas d'être plus heureux parce que je pense tout simplement que ce n'est pas possible. La dépression peut affecter négativement cette aspiration à nous souhaiter des bonnes choses à l'avenir. Donc le relâchement grossier, c'est quand il y a une forme de pleine conscience, mais l'objet lui-même n'apparaît plus vraiment. Et là, c'est parfois en fait de réactiver l'analyse, de réactiver la clarté mentale, de retrouver la joie. Et ça peut prendre du temps. Donc ne vous dites pas que les antidotes, ils doivent être utilisés uniquement dans le contexte de la méditation. Ils peuvent être aussi en dehors de la méditation. Vous ne vous dites pas que la méditation, c'est la seule pratique qui existe. On peut pratiquer en rendant service, en bossant dans une assoce, en n'importe quand, dans les gens dans la rue. La pratique n'est pas synonyme de pratique méditative, ça c'est important. Et voilà, on va terminer avec la dernière partie de cette journée. On va terminer par ce qu'on appelle la dédicace, mais commençons simplement par formuler dans notre esprit la réjouissance de toutes ces choses qu'on a éveillées dans l'esprit aujourd'hui, à travers l'écoute, la réflexion, la méditation, le partage, à travers les discussions qu'on a pu avoir. Tout ça, ça a laissé des petits micro-germes dans l'esprit. Et on va souhaiter que ces germes occasionnent à l'avenir des arbres majestueux, les arbres de la concentration. Et simplement, avec vos propres mots, souhaitez-vous d'atteindre Shamatha et de bénéficier de tout ce que Shamatha peut vous apporter en termes de bien-être, de souplesse mentale. Passez juste quelques instants à souhaiter cela pour vous. Comme ce serait merveilleux si mon esprit était libre d'hostilité, d'avidité, de doute afflictif, de léthargie, d'excitation. Waouh! Et comme ce serait merveilleux si les êtres, quels qu'ils soient, eux aussi, partageaient une portion même seulement de cette concentration de shamatha. Si les êtres pouvaient diminuer la portée de leur hostilité dans ce monde qui connaît aujourd'hui tellement de conflits, puissent tous les êtres trouver la paix, dompter leur esprit, et la paix extérieure,
j'en ai la conviction, vient de la paix intérieure. Et puis tous les efforts que j'ai mis, toutes les empreintes et les choses bénéfiques que j'ai faites dans mon existence, puisse tout ça me pousser vers le développement total et final de mes qualités, la bouddhéité, qui est le meilleur résultat, le meilleur support pour que je puisse aider les êtres de manière illimitée. Puisse toutes les choses que j'ai cultivées aujourd'hui et dans ma vie faire mûrir en moi toutes ces graines et développer dans mon cœur de la compassion, de l'altruisme, de la bienveillance. Et assisté par la pratique de shamatha, par un esprit stable, totalement clair, vif et souple, puissais-je développer la grande compassion, incluant tous les êtres, la bienveillance suprême, incluant tous les êtres, et puisse tout ce que j'ai planté dans mon esprit être bénéfique à tous les êtres. Voilà ce qui importe. Voilà la direction vers laquelle j'ai envie de me porter, peut-être. Et je vous laisse formuler cette aspiration à ce que tout ce qu'on a planté aujourd'hui dans notre vie aille dans la direction de l'altruisme. On ouvre maintenant ça aux autres, avec vos propres mots. Merci.